Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a un invité très spécial ce matin dans notre émission. Au René Ruth, on a Madame la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Oui, on a Madame Louise Boukoundou, qui est ministre de la fonction publique au Gabon. Donc, elle occupe une position clé dans le gouvernement gabonais, étant responsable des questions liées à la gestion et aussi à l'administration des ressources humaines dans le secteur public. Donc, effectivement, elle est avec nous dans le studio vert et avec elle, on va aborder plusieurs questions. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour le français inclusif, Madame la ministre ou Madame le ministre? Je prends les deux. Vous savez, les hommes sont très peu égoïstes. Lorsque vous regardez les corps de métier dans l'administration, ils sont au masculin. Donc, Madame le ministre, mais quand une dame arrive comme ça, elle peut faire rentrer des petites, pas des grosses, mais des petites réformes en cachette pour que ça reste. Je ne pense pas qu'à ce niveau, j'ai vraiment le choix. Est-ce que ça vous préoccupe qu'on dise la ministre ou le ministre? Du tout. Tant que vous pouvez travailler, c'est le plus important. C'est ça même. Vous êtes ministre de la fonction publique depuis un bon bout de temps. Comment vous vous organisez en tant que femme, mère, pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs? Il suffit c'est une question d'organisation, comme vous le dites, et il suffit de savoir gérer son temps. Il y a un temps pour l'administration, il y a un temps pour un temps pour la famille. Donc, quand on arrive à trouver son équilibre entre l'administration et la famille, je crois qu'on peut s'en sortir. Est-ce que vous avez une technique spécifique? Pas du tout. Je fais comme tout le monde. C'est tout. Quand il faut travailler, même s'il faut travailler jusqu'à des heures indues, je travaille jusqu'à des heures indues. Quand vous avez pris le poste, pour vous, quel était votre objectif principal? Votre premier objectif principal, parmi tout ce qu'un ministre de la fonction publique doit accomplir dans un pays comme le nôtre? Ma préoccupation, c'est le service public. Et à travers le service public, c'est d'abord l'argent public. D'accord? Revaloriser l'argent public, rendre à l'argent public sa dignité et sa fierté par sa prise en compte complète, vraiment complète. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un agent qui sera à son poste de travail sans savoir ce qu'il va faire tous les matins. C'est un danger public. Mais quand l'agent se sent revalorisé, quand l'agent sent qu'il est utile dans ce qu'il fait au quotidien, cet agent fera ses tâches au quotidien de la meilleure façon qu'il faut. Comment vous évaluez vos conditions de travail actuelles? C'est-à-dire évaluer? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très bien. Parce que, vous savez, le changement, il est difficile. Nous sortons d'une longue période de léthargie. Et tout changement raconte toujours des résistances. Mais les actions, c'est l'une après l'autre. On commence par la première action, elle n'est pas perceptible. La deuxième, elle n'est pas du tout perceptible. Mais là, quand on commence à avoir 2, 3, on aligne jusqu'à 5, on commence à regarder pour dire, peut-être qu'on peut lui faire confiance, en ce sens que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour notre bien-être. Et là, je crois que ça commence à prendre. Les Gabonais entendent souvent l'expression régularisation des situations administratives. C'est quoi exactement? C'est une très bonne question parce que, en fait, ceux qui sont en dehors de la fonction publique, parfois même ceux qui sont dans la fonction publique ne maîtrisent pas les termes. C'est quoi une régularisation? Tout dépend de la situation. Dans la vie professionnelle d'un agent public, nous avons le recrutement. En fait, l'administration est encadrée entre les 2 R. D'accord. Le premier R, c'est recrutement, donc l'entrée dans la fonction publique. Dans recrutement, on a engagement et intégration. D'accord. L'engagement pour le contractuel, l'intégration pour le fonctionnaire. D'accord. D'accord? Et on a une ligne droite qui se termine par un R. Le deuxième R, c'est la retraite, donc la sortie de la fonction publique. C'est quoi une régularisation? La régularisation peut être une régularisation d'une situation au recrutement. On est dans une administration donnée, on est là depuis longtemps, on n'est pas encore recruté. Pas intégré, je dis bien recruté. Comment on recrute à la fonction publique avant de continuer? Comment on recrute à la fonction publique? Le besoin part du sectoriel. La fonction publique, en tant que ministère, ne recrute pas les agents de l'État. Ah bon? Non. Ah, ça c'est quelque chose que je découvre. Pourquoi je dis que la fonction publique en tant que ministère ne recrute pas les agents publics de l'État? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas décider de prendre un agent, un sortant à école, de
remplir sa fiche de candidature et de le mettre à la disposition d'une administration donnée. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela que je dis que la fonction publique ne recrute pas. Le besoin en recrutement part du sectoriel. En ce sens que le sectoriel regarde par rapport à ses effectifs, fait la cartographie de ses effectifs en termes de catégorie, de hiérarchie et de spécialité. Et se tourne vers la fonction publique pour dire, moi j'ai un déficit en personnel, je veux recruter 100 personnes. D'accord. Quand vous dites le sectoriel, vous parlez d'un ministère. Je parle d'une administration donnée. D'une administration, ça peut être le ministère de la Santé, ça peut être le N'importe quelle ministère de administration. Le sectoriel, pour moi, c'est toute administration qui concourt à, à la gestion de la chose publique. D'accord? Donc, l'administration se tourne vers la fonction publique en disant, moi, je veux recruter. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. L'administration me transmet ses demandes en recrutement, donc les dossiers. Mes services techniques analysent la demande en recrutement parce que la fonction publique aussi a ce rôle de juger de l'opportunité d'un recrutement. D'accord. Donc, le sectoriel peut vouloir un recrutement, mais vous dites que ce n'est pas le bon moment. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas que je dise que ce n'est pas le bon moment. Je peux dire que dans mon vivier, j'ai des gens qui sont en attente d'affectation, surtout parfois les sortants école, et que si vous avez besoin de tel ou tel profil par rapport à telle spécialité, je peux vous les mettre à disposition. C'est ça aussi la fonction publique. D'accord. D'accord? Bon, je reçois les dossiers, je les analyse à travers mes services techniques. L'analyse est terminée, on renseigne les fiches de candidature, communément appelées fiches bleues au quartier. Et les fiches de candidature tiennent donc compte de la spécialité, de la nature du diplôme, du degré de diplôme et de la spécialité. Donc, Madame le ministre, le concours n'est pas obligé pour entrer dans la fonction publique? Le concours est obligé parce que c'est le mode de recrutement par excellence pour entrer par excellence. Dans une Donc, il peut avoir un mode accessoire. Il y a des modes accessoires qui, malheureusement, aujourd'hui, ont fait l'objet d'une règle de droit, alors que l'entrée dans la fonction publique est le recrutement. Mais à quel moment vous jugez bon du concours? À quel moment vous jugez bon d'organiser le concours? C'est le même process. D'accord? Pour que je puisse ouvrir les écoles, il faudrait que je reçoive des doléances des administrations. La santé va dire, j'ai besoin des administrateurs de santé. Me donne le nombre d'administrateurs de santé. D'accord? L'éducation nationale va dire, j'ai besoin des administrateurs scolaires et universitaires. D'accord? Et ainsi de suite. Tout le monde va se déclarer en disant, moi j'ai besoin d'un nombre de temps d'agents qui seront des sortants écoles. Je recorte tous ces besoins et à ce moment, j'organise le concours. La fonction publique ne peut pas organiser le concours sans que le besoin ne vienne des sectoriels. D'accord. Dès que le concours est fini, les gagnants, on revient donc à la régularisation des situations administratives. Dès que le concours est fini, le gagnant... Ceux-là ne font pas l'objet d'une régularisation. Ce sont des sortants écoles qui vont à l'école et qui regagnent leur administration en fonction des demandes au sortir de l'école. Pourquoi? Parce que c'est une programmation qui se fait. Avant d'aller au concours, malgré le nombre de sollicitations émises par le sectoriel, disons par les administrations, il faudrait qu'on ait une disponibilité budgétaire à travers une projection en fonction de la durée de la formation. Donc, ce qui fait que, avant d'aller au concours, les postes budgétaires sont déjà programmés, de sorte qu'au sortir du concours, les sortants écoles ne battent pas le bitume, regardent directement les administrations. Ça, c'est la procédure idéale. C'est la procédure qui se fait. Non, madame. C'est la procédure qui se fait. Écoutez, avant, on allait au concours sans la programmation. Mais depuis qu'on a repris les concours, aucun concours ne peut se dérouler sur le territoire national sans qu'il y ait en arrière annexé une programmation budgétaire. Mais donc, pourquoi on a un problème de régularisation des situations administratives? Mais vous ne pouvez pas me poser cette question, tout simplement parce que je vous dis que nous sortons d'une longue période de gel. D'accord. C'est cette période de gel qui favorise la régularisation dans toutes ces composantes, que ce soit en termes de recrutement, en termes de reclassement ou en termes d'avancement. D'accord? On a eu au moins 10 ans de gel, au moins. Ce 10 ans de gel, c'est un cumul.
par rapport aux avancements, par rapport au recrutement, par rapport au reclassement. D'où le terme régularisation. Là, nous sommes en train d'aller à la fin de la régularisation qui a débuté en décembre 2020. Vous avez pu gérer en si peu de temps un gel de 10 ans. Je n'ai pas dit que j'ai terminé. Mais vous dites que vous êtes en train d'aller à la fin. Nous allons à la fin. En ce sens que, en termes de recrutement, par exemple, on a commencé avec les sortants école et ceux qui étaient en bon rose, comme on l'appelle, pour des administrations qui ont le droit de mettre les gens en bon rose. On a commencé par les régules en termes de reclassement pour tous ceux qu'on avait chez nous. D'accord? Et là, nous sommes en train d'entamer maintenant les régules sur la base des recrutements directs. Parce qu'en dehors des sortants écoles, il y a des administrations qui avaient des recrutements directs qui étaient en entente de recrutement. C'est une procédure légale, le recrutement direct. Elle est mentionnée dans nos textes de loi. C'est une procédure légale, mais qui ne devrait pas être la principale ou la première façon d'entrer dans la fonction publique. En vous entendre parler, on a l'impression que vous n'aimez pas cette procédure. Vous mettez la tête d'un côté. Non, pas que je n'aime pas. Vous savez, non, pas que je n'aime pas, mais en fait, c'est une procédure qui a été mise en place pour des raisons spécifiques. C'est-à-dire qu'en principe, on ne devrait recruter directement qu'un agent pour lequel on ne trouve pas la spécialité dans nos écoles de formation. Vous voyez, il y a une spécialité qui n'existe pas, qu'on ne peut pas former à l'école. À ce moment, on le recrute parce qu'on a besoin de cette personne dans l'administration. Pas que je ne l'aime pas, elle est légale, elle est comprise dans nos textes de loi, mais ce n'est pas le mode d'accès dans la fonction publique par excellence. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Quel est le niveau de gestion des situations administratives aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je disais tantôt, on a commencé par la régule en termes de recrutement et reclassement pour les sortants école et ceux qui étaient en bon rose pour les recrutements et les reclassements pour tous ceux qui étaient chez nous. Est-ce qu'on peut avoir une période? On a commencé en 2020. Non, c'est-à-dire ceux qui concernent les périodes, du moins les promotions de 2020, c'est ça? Non, pas les promotions de 2020. Voilà. On a commencé en 2020 par une levée partielle de gel. On a juste levé le gel pour les situations de recrutement et les situations de reclassement. Là, en 2023, en novembre 2023, on a levé le gel de toutes les situations. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas, en termes de statistiques, des autres situations, je préfère ne pas parler en termes de statistiques parce que les statistiques, ça fluctue au jour le jour. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à date à 10 000 situations régularisées. Demain, je reviendrai avec d'autres chiffres. C'est pour cela que je préfère toujours ne pas parler en termes de chiffres, mais parler en termes plutôt de dire que toutes les situations qui étaient encore frappées par le coup du gel aujourd'hui sont toutes régularisées. Est-ce que ça veut dire que les titularisations sont prises en compte dans le cadre de cet examen? Laissez-moi terminer. Toutes les situations qui étaient encore frappées par le coup du gel aujourd'hui ont été régularisées. Mais il faudra faire un distinguo entre la régularisation administrative d'une situation et la régularisation financière. Oui. C'est deux administrations différentes. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai régularisé toutes les situations administratives qui étaient encore frappées par le coup du gel, notamment les titus avancements et les avancements. Tout a été pris. Je peux vous le garantir. À date, aujourd'hui, tout a été pris. C'est plus de 54 000 situations qui ont été prises. Bon, je prends des situations administratives. Je les mets dans le circuit, elles aboutissent. C'est quoi l'aboutissement? C'est numéro et date de la part du secrétariat général du gouvernement. D'accord? Mais je les garde chez moi, je les codifie. Mais la régularisation financière, c'est encore une autre étape. Parce que quand moi j'ai fini en tant que fonction publique jusqu'à la codification d'une situation, je passe le relais à mon collègue des comptes publics qui doit maintenant faire la régularisation financière. Mais c'est vous qui suivez le processus? Non. Vous abandonnez le processus? Non, ce n'est pas que j'abandonne le processus. Je transmets. C'est une course de relais. J'ai terminé à mon niveau, j'ai codifié, je transmets à mon collègue du budget pour la régularisation financière. Mais cette régularisation financière dépendra de l'enveloppe budgétaire allouée à chaque situation mensuellement. Mais vous connaissez cette enveloppe? Je la connais. Bien sûr.
D'accord? Je la connais. On peut avoir Mais le il ne chiffre? me revient pas. Non. Moi, je régularise. Je suis à fonction publique. Je me contente de mon pan. Si vous voulez l'enveloppe financière, invitez le ministre du Budget. Donc, C'est son pan. Je préfère parler de ce qui me concerne et non ce qui concerne mon collègue. Si on vous comprend bien, vous avez terminé avec la partie de régularisation des situations administratives. Il ne reste que la partie financière budgétaire. Et la prise en compte, puisque c'est quand même une masse, on sort quand même d'à peu près 10 ans de gel. C'est un nombre important de situations qu'on a eu à régulariser. On ne pourra pas les mettre en solde un seul mois. Ce sera une programmation qui sera faite. On a déjà commencé. Ce mois, beaucoup verront que leur situation administrative a changé. Parce que tant que l'intéressé n'a pas vu sa situation financière changer, il vous dira, moi, je n'ai pas été régularisé. Et il y a aussi un fait. Je régularise. Mon collègue du budget fait la prise en compte financière. Mais ces agents-là n'ont pas parfois... Ces agents doivent nous aider en disant, moi, j'étais dans telle situation, j'ai été régularisé, j'ai vu ma situation financière changer. Mais dans le cas... Les gens se plaignent quand ils ne sont pas régularisés, mais une fois régularisés, les gens ne reviennent pas aussi nous encourageant en disant, nous avons été régularisés. Madame, est-ce que c'est du devoir de l'agent d'être reconnaissant ou c'est l'administration qui est censée faire son travail? C'est pas une question de reconnaissance. Le problème, non, nous on donne des chiffres, mais vous verrez toujours qu'au quartier, beaucoup vont toujours se plaindre en disant non, la fonction publique ne travaille pas, nous, on n'a pas encore vu nos situations changer, rien n'a été pris. Mais les situations changées, lorsqu'ils sont déjà, par exemple, codifiées, elles sont visibles à la fonction publique. Prochainement, lorsqu'on va organiser, parce que là, on va organiser, la date a été tellement différée, on va organiser la journée internationale de l'administration et du service public. À ce moment-là, les agents pourront venir. Dans le cas des situations exceptionnelles comme l'octroi des postes budgétaires par le président de la transition, comment vous gérez la situation? On a géré, la gestion se fait de la même façon. Le président de la République octroie 1000 postes budgétaires à l'éducation nationale. L'éducation nationale doit transmettre les dossiers à la fonction publique qui va remplir les fiches de candidature, les transférer au budget qui va réserver les postes budgétaires parce que ce sont des postes budgétaires octroyés par le chef de l'État, donc c'est une priorité des priorités, et ils reviennent à la fonction publique. À ce moment, nous, on génère le matricule et on met en solde. Et je peux vous dire que la gestion est très avancée parce que si l'éducation nationale, nous sommes à 96%, je crois, de réalisation par rapport aux postes budgétaires octroyés sur les 1000 postes budgétaires, et nous, on ne peut agir que lorsqu'on a la matière. Donc, si on n'a pas les dossiers, on ne peut pas terminer le process. Et si le président, donc vous avez toujours des postes budgétaires qui sont là, prêts à être octroyés? En fonction de ce qui a été donné, si l'enveloppe n'est pas épuisée, à ce moment, on continue. Mais la fonction publique, comme je vous dis, attend toujours d'être actionnée par le sectoriel qui doit mettre à disposition les dossiers à mettre en poste. Madame le ministre, il y a aussi la situation qui fait qu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique a organisé à peu près, ces 5 dernières ou 10 dernières années, à peu près 3 à 4 recensements. Le dernier en date, je crois que ça s'est fait récemment. Je vous arrête, ce n'est pas la fonction publique. Non. Non, renseignez-vous bien, vous êtes communicateur. Le dernier sous le ministre Ali Akbar Onanga, ministre de la fonction publique, il y a eu un recensement. Sous le ministre Madame Madeleine Baird, il y a eu un recensement. Oui. Vous aussi, vous avez organisé un recensement. Non, du tout. Peut-être pas vous. Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas la fonction publique. Depuis l'arrivée du CTRI, il y a eu un recensement des agents publics. Oui, voilà. Mais je ne peux pas communiquer là-dessus parce que ça n'émane pas de la fonction publique. C'est la fonction publique qui est la maison mère des fonctionnaires. C'est la fonction publique qui est la maison mère des fonctionnaires, mais ce recensement, je vous dis bien que ce n'est pas la fonction publique qui l'a porté. Qui l'a porté dans ce cas? Vous êtes communicateur, renseignez-vous. Je préfère ne pas m'avancer dessus parce que j'ai été recensé au même titre que tout agent public, mais ça ne vient pas de la fonction publique. Mais si vous voyez bien dans les équipes, vous n'avez vu aucun agent de la fonction publique dans les équipes. Je ne pouvais pas savoir, mais je sais qu'on dans l'équipe des agents recenseurs, publics. Il n'y avait pas d'agents de la fonction publique. Donc, il y a un autre ministère qui peut gérer les agents publics que la fonction publique. Je n'ai pas dit ça. C'était une commande express de l'État? Ça, ce n'est pas une question de gestion. La présidente de la République ou la primature? Ce n'est pas une gestion, ça, c'est juste un contrôle. D'accord. D'accord. Mais le contrôle, il peut ne pas émaner de la fonction publique. D'accord. Nous ne sommes plus en termes de gestion, nous sommes en termes de contrôle d'agents publics. Est-ce qu'on connaît les conclusions de ce contrôle?
Ben, les équipes, les agents recenseurs vont rendre les conclusions acquis de droit et ensuite on nous communiquera tous l'objet et puis les résultats de ce recensement. Madame le ministre, la situation actuelle du concours de l'ENA, qu'est-ce que vous avez à dire? On ne pose pas une question, on vous dit qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que ça fuse. Hein. Si je vous montre la plateforme WhatsApp, ça fuse de questions. Le mieux, c'est de ne pas vous poser une question. Non, le concours de l'ENA, il va être réorganisé. Comme je l'ai dit, à mon retour, j'étais en mission. Je suis arrivé, j'ai trouvé un certain nombre de dysfonctionnements qui ne permettaient pas qu'à date, on tienne le concours. D'accord? Et on a revu. On a repris l'examen de dossier, il est terminé. On attendait la disponibilité parce que pour que je puisse mettre en place un nouveau chronogramme, il faudrait que je sois sûr que j'aurai des établissements disponibles, ainsi de suite. Donc j'attendais. Là, nous sommes à la fin des examens. Parce que, pourquoi le concours devait se tenir le 11? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas tomber dans le coup de l'occupation des établissements par le propriétaire, qui est l'Éducation nationale. D'accord. D'accord. Et elle a organisé le CEP, elle a organisé le BPC, elle a organisé le bac. Là, nous allons à la fin du bac. Et à ce moment, on mettra maintenant un chronogramme en place parce que j'aurai à disposition les établissements qui vont être libérés. Donc, on a quand même constaté, comme vous l'avez dit, de nombreux dysfonctionnements. Est-ce qu'en interne, il y a eu une enquête pour savoir pourquoi ça n'a pas marché en termes de rien que pour l'accueil des postulants? Parce qu'on a quand même enregistré des bousculades au niveau du complexe qui reçoit l'école, où est le siège de l'ENA et de l'EPCA. Est-ce qu'en interne, il y a eu des enquêtes ou des situations pour déterminer les responsabilités? Madame la ministre ne veut pas sévir. Vous ne voulez pas sévir. Ce n'est pas que je ne veux pas sévir. L'administration est normée. Moi, en tant que fonction publique, je suis gestionnaire des agents publics de l'État sur le plan administratif. D'accord? Si enquête il y a, ça ne relève pas de la compétence de Madame le ministre de la fonction publique. Je constate quelque chose. Il y a quand même l'inspection des services, Madame le ministre. Je constate quelque chose. Je constate quelque chose. D'accord? Je fais mon rapport. D'accord? J'ai bien dit, l'administration est normée. Je constate quelque chose. Je fais mon rapport. Je m'adresse à qui de droit? J'attends le retour. D'accord? OK. À l'état actuel des choses, je ne peux pas dire qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. J'attends le retour. Et vous avez Il y a l'inspection générale. Madame la ministre, ce sont vos collaborateurs. Je ne refuse pas. Comment vous pouvez dire que vous ne pouvez pas savoir qui a fait quoi? Non. C'est vous qui donnez les postes à ces gens-là? Je donne les postes à ces gens. D'accord? L'administration interne normée, les missions sont en fonction des... En fait, la responsabilité est en fonction des missions des uns et des autres. D'accord? Moi, mon rôle, je suis celle qui porte le département. D'accord. D'accord? J'instruis chacun en fonction de ses missions de me rendre compte par rapport à une certaine situation. D'accord? J'attends le retour. Oui, j'ai reparti les que vous avez instruit là, il dure. Hein. Il faut déjà qu'il vienne vous rendre compte. Ben, il va venir. Parce que il sera obligé de courir. D'accord. Est-ce que vous avez revu le processus? Oui, le concours va se tenir. D'accord. D'accord? Le concours va se tenir avec toutes les garanties possibles. Et au moment opportun, vous aurez peut-être les conclusions de ce qui s'est passé en interne ou en externe. D'accord? Oui. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner des conclusions. Je vais d'abord au concours, je tiens le concours, il va se passer normalement comme il devait se faire. Vous avez vu, on a organisé les PCA. Les PCA, c'était 14 000. Non, c'était 15 014 candidats. Vous avez entendu du bruit à l'EPCA? Non, du tout. D'accord. Même si les résultats sont toujours en attente. Oui, les résultats sont en attente parce qu'il faudrait que je finalise. Je ne peux pas courir pour donner des résultats et après revenir à essuyer des réclamations. D'accord. D'accord? Et aujourd'hui, ils sont en attente, il n'y a pas de souci. Les résultats vont se donner. On parle d'une signature d'accord cadre, signature d'accord cadre, Mosley. La signature de l'accord cadre dont on parle en fonction en tenant compte des cadres de formation des agents civils de l'État, qu'est-ce qui est visé réellement? Quels sont les objectifs et quelles sont les perspectives? J'ai pris mes fonctions, j'ai été nommée le 17 janvier, j'ai pris mes fonctions et un jour, je suis assise à mon bureau, on me dit... Madame le ministre, oui, il y a quelqu'un qui veut vous voir.
quelqu'un qui veut me voir, oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, la personne veut vous voir. La personne veut vous voir parce qu'elle veut échanger avec vous. Ah, d'accord. Ben, faites venir la personne. Se pointe devant ma porte le directeur général du CAMPC. Le CAMPC, c'est quoi? Je crois le Centre africain de management et de perfectionnement de cadre. Le Gabon est membre du CAMPC. Le CAMPC est composé, je crois, de 6 pays membres. Et son siège, c'est à Abidjan. De M. Samen, docteur Kodjis. Oui, docteur, que puis-je pour vous? Non. Le Gabon est membre du CAMPC, mais le Gabon est absent du CAMPC depuis 2004. Depuis 2004. Hein? D'accord. Bon, le Gabon est absent du CAMPC depuis 2004. Je suis là à peine il y a 2 mois. Qu'est-ce que je peux pour vous? Oh non, je souhaiterais que le Gabon revienne au CAMPC. Ah. Le Gabon revient au CAMPC. Qu'est-ce que je gagne en tant que Gabon à revenir au CAMPC? On m'a déroulé un tapis rouge. Quelques points. On m'a proposé un siège. D'accord. On m'a proposé l'organisation, c'est pas un secret, l'organisation du prochain conseil d'administration. Et on m'a proposé la construction d'un campus au Gabon. D'accord. J'ai regardé, j'ai dit bon, je prends. Mais la décision finale, encore une fois, ne vous revient pas. Non, oui, je prends. Dès lors que j'engage le Gabon, moi je prends en tant que ministre de la fonction publique, mais dès lors que j'engage le Gabon, j'ai besoin là-bas des plus hautes autorités. Heureusement pour moi, il était aussi preneur. D'accord? Ça, c'est un fait. Je suis un pur produit de la fonction publique, je crois qu'on a dû vous le dire. Effectivement. J'ai fait mes classes à la fonction publique. Auparavant, j'ai dit, il n'y a rien de plus dangereux qu'un agent public frustré qui va à son lieu de travail juste parce qu'il veut garantir son 25, comme on dit au quartier. Son bout de pain. C'est l'expression du quartier. Je connais la maison fonction publique. Je connais les mots qui minent l'administration. Et je crois en l'expertise gabonaise. Pour avoir moi-même été dans certaines... avoir été partie prenante pour certaines décisions, je crois en l'expertise gabonaise. On en a. Pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qu'on a sur le territoire national? Je vous assure que depuis que j'ai entrepris de signer des accords, des conventions avec les établissements, je ne savais pas qu'on en avait autant sur le territoire national et des très bonnes écoles. Le déclencheur, ça a été une université qui s'est pointée chez moi, qui a dit qu'il avait un accord cadre avec la fonction publique pour la formation des agents de la fonction publique. Pas des agents, civils de l'État, mais des agents de la fonction publique. Du ministère même. Oui. J'ai regardé, j'ai dit à ce monsieur que, étant le gestionnaire par excellence des agents publics de l'État, pour ne pas dire des agents civils de l'État, il m'était impossible de signer un accord qui ne devait mettre en stage que les agents du ministère. Qu'est-ce que je faisais des autres? C'est comme ça qu'on a commencé par élargir la convention. Au lieu que ça soit une convention entre cet établissement et le ministère de la fonction publique, pour les agents du ministère, c'était une convention entre cet établissement et le ministère de la fonction publique pour les agents civils de l'État. Je me suis dit qu'on aura bientôt le CAMPC au Gabon. C'est peut-être une vision naïve. Quoi de mieux que de voir avec les établissements nationaux ce qu'on peut en tirer comme expert pour pouvoir aller alimenter demain le CAMPC qui sera mis en place. Quoi de mieux que de faire gagner à l'État un gain d'argent et de temps en mettant les agents sur le territoire national. Et pourquoi ne pas préserver la cellule familiale en ne permettant pas d'envoyer l'un des parents à l'étranger pendant que l'autre peine à garder les enfants?
Vous voyez que tout ça, là, mis dans le panier, permet de gagner. Mhm. On ne disloque pas la famille. On fait gagner à l'État. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que l'État dépensait annuellement en envoyant les agents publics à l'étranger. Et parfois, ce n'était pas des écoles agréées. Dans ces pays, c'était des écoles créées de toutes pièces seulement pour les agents publics gabonais. Vous voyez ce que ça implique? C'est pas possible. Bien sûr. Si. Si. Ah, Surtout en Afrique de l'Ouest. heureusement que vous-même, vous le reconnaissez. Vous voyez, on a des très bonnes écoles sur le territoire national. On a des très bons établissements sur le territoire national. Pourquoi envoyer nos agents dans des formations douteuses où ils vont dans des établissements qui sont créés spécialement pour les Gabonais parce que le Gabon a de l'argent, le Gabon a des moyens de payer. Et au sortir de là, c'est pour quel type de formation? Vous voyez? Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, prône la restauration des institutions. Mais c'est tout ça. Il va restaurer les institutions. Si nous n'avons pas des cadres compétents, capables d'animer ces institutions, ce sera un travail vain. Alors, dans le cas de cet accord cadre, est-ce qu'on peut avoir des deadlines par rapport au début, par exemple, de la mise en place du campus? Est-ce qu'il s'agira de construire un nouveau campus ou on va se servir d'un certain nombre d'établissements qui existent déjà sous la tutelle du ministère de la fonction publique? Non, je ne peux pas donner une deadline, tout simplement parce qu'on va commencer d'abord par le siège qui sera implanté. Ensuite, l'organisation du conseil d'administration et leur mettre à disposition un terrain sur lequel ils vont construire. D'accord. D'accord? Parce que mon rôle, c'est de trouver un terrain qu'on mettra à la disposition du campus. Mais vous êtes l'administration, vous n'aurez pas de problème pour ça. Non, on n'est plus à l'époque où on avait besoin de 100 signatures pour avoir un titre foncier. Non, je n'ai pas de problème pour ça parce que c'est pour une cause publique. D'accord? Et j'ai déjà vu avec mon collègue de l'habitat qui va me mettre à disposition une parcelle. Le tout, c'est de la localiser parce que j'ai besoin d'un certain nombre d'hectares. Bon, si on parle des... Ça, il n'y a pas de souci. De ce côté, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que je ne peux pas donner des délais. D'accord. Est-ce que cet accord cadre rentre dans le processus qui est aujourd'hui implémenté au ministère de la fonction publique concernant la modernisation de la fonction publique et des missions et missions à l'étranger? Lequel accord cadre? L'accord cadre dont nous venons de parler, par exemple, la formation des agents publics. Les accords cadres, alors, parce que je les signe avec les différents établissements. D'accord. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la modernisation de la fonction publique? Mais bien sûr. Si on a des agents bien formés, et vous verrez que la fonction publique, ce n'est pas seulement la formation des agents. La fonction publique, c'est aussi le contrôle du bien-être du fonctionnaire. Le suivi de la carrière? Non. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas seulement que les agents. Il y a aussi l'espace de travail. D'accord? Vous avez pris compte de l'espace de travail dans lequel le fonctionnaire travaille aujourd'hui. Nous sommes en 2024, on a toujours des choses qui se passent à la main, alors qu'on devait rentrer dans l'ère de la digitalisation. Ça, ça ne vous dit pas, madame? Si, ça me dit, mais vous n'avez pas suivi la mission, la toute dernière mission, où je suis allé demander à un certain nombre de pays qui sont déjà dedans de nous accompagner. J'étais au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un petit pays, à l'image du Gabon. Ils ont très bien réussi leur digitalisation de la fonction publique. Je leur ai demandé de m'accompagner. Le Luxembourg, c'est un petit pays. Ils ont très bien réussi dans l'implantation de l'observatoire de la fonction publique. Je leur ai demandé de m'accompagner. J'en reviens, ça ne fait pas longtemps. Mais laissez à la fonction publique le temps de mettre ça en musique. Madame le ministre, on a trop laissé la fonction publique. On a trop laissé le temps. Vous comprenez que notre génération est impatiente après tout ce qu'on a traversé. C'est un tort. C'est un tort. Non, c'est pas un tort. Non, c'est un tort. Pourquoi? Parce que la fonction publique est en train de mettre les bases. Vous savez, j'ai une direction générale, celle qui s'occupe notamment de ce bien-être de l'agent public, qui existe depuis 9 ans, mais qui n'avait pas d'existence juridique. Le texte vient juste à peine d'être adopté. D'accord? Elle est déjà à pied d'œuvre pour cette amélioration de l'espace de travail, des conditions de travail. Elle est à pied d'œuvre parce qu'elle a maintenant une existence juridique. Vous savez que tant qu'une structure n'a pas une existence juridique, elle n'a pas force de loi.
Elle a maintenant une existence juridique, mais je peux vous dire que les chantiers ont déjà avancé. La preuve en est que vous verrez que chaque fois que je présente un certain nombre de textes. C'est pour légitimer les actions que je vais adosser derrière ces textes que je suis en train de faire adopter. Madame le ministre, qu'est-ce qui va foncièrement changer au niveau de la gestion de l'agent public, du moins l'agent civil de l'État, dans la mise en œuvre même du déroule, comme on dit souvent, le déroulement de sa carrière et de sa vie dont vous parlez? C'est la digitalisation à laquelle nous tendons aujourd'hui, qui est vraiment... Une digitalisation efficace. Pas une digitalisation, ça marche lundi, mercredi, ça plante. Non, elle sera efficace. Justement, c'est pour cela que votre impatience n'a pas de raison d'être. Parce que si on ne met pas en place les bases solides pour que cette digitalisation marche, vous verrez que ce sera une digitalisation d'un jour. D'accord? C'est pour cela qu'on a besoin d'un accompagnement de ceux qui sont déjà dedans, qui ont déjà mesuré les forces et les faiblesses de la digitalisation et qui nous permettront d'éviter certains ratés par rapport à ceux qu'eux, ils ont connus. D'accord? Digitaliser, vous voyez que le process sera plus fluide. La fonction publique aujourd'hui tend à passer de la gestion papier à la gestion numérique de l'agent public qui va se matérialiser par son entrée dans la fonction publique, depuis son entrée dans la fonction publique jusqu'à sa sortie, en passant même par son espace de travail, en passant même par les conditions de travail. Vous voyez que c'est un vaste chantier. Vous êtes impatient, oui, mais vous voyez ce qu'on a traversé. C'est maintenant qu'on commence, en 2024. Je suis là depuis le 17 janvier 2024. Ça, c'est pas un problème. C'est maintenant qu'on commence. Vous êtes dans le ministère depuis, vous-même, vous avez dit ça. Ben oui, mais les bases, c'est maintenant qu'on les pose. C'est pas depuis. Oui. Les bases, c'est maintenant qu'on les pose. C'est pour cela que je vous ai dit que quand on pose une première action, elle n'est pas perceptible. Une deuxième action, elle n'est pas perceptible. C'est au bout d'un certain nombre d'actions qu'on va se rendre compte que, il y a peut-être un petit changement dans l'air. Pour l'instant, ce n'est pas encore perceptible tout ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que ce n'est pas seulement le travail de la fonction publique. Vous en conviendrez que la digitalisation, ce n'est pas seulement la fonction publique. J'ai l'économie numérique qui est là, j'ai la communication qui est là, parce que c'est un ensemble. Il y a des chantiers qui impliquent carrément tout le gouvernement. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Chacun à tour de rôle, chacun selon ses missions, chacun selon l'endroit où il est, apporte sa pierre à l'édifice. La fonction publique peut émettre les idées. J'attends peut-être mon collègue de l'économie numérique qui va venir matérialiser ses idées. J'attends celle de la communication qui va communiquer sur ça. J'attends celui des comptes publics qui va intervenir, c'est le financier maison. J'attends celui de l'économie qui va venir parce que lui, il a la gestion des exonérations et consorts. Vous voyez que c'est un tout. Posez la question à Madame le ministre de la fonction publique. Je vous dis ce qui est en train d'être réalisé, mais la réalisation ne dépendra pas seulement du ministre de la fonction publique seul que je suis, ce sera la réalisation de l'ensemble des membres du gouvernement, chacun à son niveau, chacun selon ses missions. Mais Madame, là, on va attendre pendant 10 ans. Est-ce on que c'est normal qu'en 2024, lors des concours, que le gouvernement est à pied d'œuvre. On a 1000, 2000, 3000 personnes qui se rendent à un siège plutôt que de s'inscrire en ligne. Mais je vous dis bien que nous sommes en 2024. Le CTRI est en place depuis combien de temps? Vous voyez? Bientôt 10 mois. Bientôt 10 mois. Est-ce que vous avez répertorié les avancées du CTRI? On avance. Nous ne dormons pas, nous avançons. En fait, donc, ce qui fait que la digitalisation, c'est un chantier récent que nous sommes en train de prendre. On va se faire accompagner. Mais on n'attendra pas 10 ans parce que nous sommes déjà dedans. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes à l'intérieur. Ça ne prendra pas 10 ans. Madame le ministre, il y a souvent aussi une situation qui s'impose souvent lorsqu'on parle de la fonction publique. Il y a la question de on va dire, la décongestion ou encore la décentralisation au niveau de la fonction publique. Parce que vous avez encore des agents qui sont, par exemple, dans les provinces et qui, pour le suivi de leur carrière ou pour avoir, du moins obtenir un certain nombre de documents qui sont en rapport avec leur carrière, sont obligés de faire le déplacement, je veux dire, par exemple, de Koulamoutou pour Libreville. Est-ce qu'aujourd'hui, la déconcentration est un objectif clair au niveau du ministère de la fonction publique? C'est un objectif clair. Je vais vous prendre un exemple. On a préparé le concours de l'ENA et l'EPCA. Vous avez entendu que des agents se sont déplacés pour venir déposer leur dossier à Libreville? Je ne sais pas exactement. Justement. Ça s'est passé dans les provinces.
le DG a instruit ces DPRH, qui sont ces démembrements à l'intérieur du pays, de prendre tous les dossiers de candidature, aussi bien pour les internes que pour les externes, et de les acheminer sur Libreville. C'est ce qui s'est passé. Ceux de l'EPCA qui sont venus au concours, qui sont venus de l'intérieur, ne se sont déplacés que pour venir composer. Pourquoi ne composerait-il pas sur place? Tout simplement parce que ça devait, compte tenu de l'urgence du concours, parce que je vous ai dit qu'il fallait qu'on tienne les concours avant d'aller aux examens nationaux. D'accord? Donc, ce qui fait que ça devait entraîner une autre logistique, un redéploiement à l'intérieur. On a préféré concentrer. Dès lors qu'on avait, comment dire ça, généralement ça se fait. On envoie des équipes à l'intérieur. Mais compte tenu du délai qui nous était imparti, il nous a été impossible de déléguer les équipes. Et puis, envoyer les équipes à l'intérieur est fonction aussi du nombre de candidats manifestés à l'intérieur du pays. Quand on voit qu'il y a des personnes qu'on peut déplacer, qu'il n'y a pas des masses, on préfère les déplacer. Ce sont les DPRH qui ont porté leur dossier à Libreville. La même chose s'est faite avec l'ENA. C'est pour vous dire que le fonctionnement des DPRH à l'intérieur du pays existe. Il suffit que l'agent se fasse connaître du DPRH pour pouvoir avoir toutes les informations dont il a besoin. Il n'a pas besoin de se déplacer. Madame la ministre, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Vous avez quelque chose à dire avant de nous séparer? C'est moi qui vous remercie d'abord. Vous savez, la mission qui est la mienne n'est pas du tout aisée, elle n'est pas du tout facile. Oui. Parce que... Mais c'est une mission. Non, je dis, elle n'est pas du tout facile. Pourquoi pas? Parce que les gens préfèrent spéculer au quartier plutôt que de venir à la source de l'information. J'ai repris un de vos collègues qui m'a dit, « Madame le ministre, il paraît que... » Je lui ai dit, vous êtes journaliste. Vous commencez par « il paraît que ». Venez à la source de l'information plutôt que de dire « il paraît que ». Et je lui ai dit que ma porte est ouverte. Je reçois tout le monde chez moi. Toute personne qui a besoin d'une information, je n'ai pas besoin de l'envoyer chez un collaborateur. Je réponds à toutes les questions. Quand je ne peux pas avoir des éléments de réponse, j'appelle un collaborateur pour dire « Ah, j'ai une colle, on m'a posé telle question, est-ce que tu as des éléments de réponse ?» Moi, je n'hésite pas à appeler un collaborateur pour venir à la ressource. Donc, plutôt que de spéculer au quartier, je préfère que les gens viennent à la source de l'information pour avoir la bonne information. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.